Un grand plan de lutte contre ce fléau sera engagé pour permettre justement ce réarmement démographique. Hey bitch, we control your bodies. Vous trouvez que l'avortement libère la femme. bah Vous appelez ça libérer la femme. We're effectively run in this country by a bunch of childless cat ladies. Partout dans le monde, les droits reproductifs des femmes sont menacés. On revient sur le droit à l'avortement, on coupe les subventions du planning familial, on nous parle de réarmement démographique. Sur les réseaux sociaux, les discours masculinistes sont de plus en plus assumés. Alors, qui décide vraiment de ce que les femmes font de leur corps et comment se battre pour préserver nos droits ? On en parle avec notre invitée du jour, Bettina Zourli. Elle est militante féministe et elle est l'autrice du livre Notre corps, leur choix, publié cette année aux éditions Payot. C'est tout de suite dans OZAP, on s'autorise à penser. Mais on s'autorise à penser dans les milieux autorisés. Alors ça, c'est encore un autre truc. Les milieux autorisés, vous y êtes pas, vous, hein. Bonjour Bettina. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors tu dis dans l'introduction de ton livre, si MeToo fut une révolution en 2017, le backlash qui lui a succédé est redoutable. Alors le backlash, qu'est-ce que ça signifie ? Oui, alors j'ai fait une référence à une grande penseuse féministe que l'on est nombreuses à citer, qui est Suzanne Faludi, qui a écrit Backlash, donc un énorme livre de plus de 500 pages au début des années 90. Backlash, donc ça veut dire retour de bâton en français. En gros, elle a étudié toute la décennie des années 80, aux États-Unis spécifiquement, sur le fait qu'il y avait un retour de bâton suite à des avancées féministes majeures qui avaient eu lieu plutôt dans les années 70. Et en réalité, ça a été un petit peu similaire chez nous. Et donc, moi, j'ai repris ce concept-là pour l'appliquer à ce qui se passe depuis qu'il y a eu la révolution MeToo. Moi, j'aime bien l'appeler quand même comme ça parce que je me dis quand même, il y a eu 54 millions de tweets entre 2017 et 2022 qui comportaient ce hashtag dans le monde. Et depuis, on ne peut pas nier que dans les médias, les sujets liés aux violences sexistes et sexuelles, aux sujets féministes au sens très large, ils sont quand même omniprésents. Toutes les semaines, on en parle. Et il y a une accélération, je trouve, qui arrive. Et donc, en parallèle, qui dit accélération des conquis féministes, ou en tout cas de la mise à l'agenda de nos sujets à nous, eh ben, le retour de bâton, lui, est aussi de plus en plus puissant, puisqu'il y a effectivement toute une partie de la population qui voit ces conquis progressistes comme une attaque envers leur liberté de pouvoir vivre comme avant, de pouvoir donc vivre dans un monde plutôt patriarcal, raciste, et où le capitalisme fait que on aliène un petit peu tous les êtres humains pour faire toujours plus de profit, quoi. Et effectivement, il y a plusieurs manières d'observer ce backlash. On va certainement détailler, mais le discours masculiniste qui prend de l'ampleur de manière absolument effrayante sur les réseaux sociaux, mais du coup aussi dans les cours de récré. Enfin, je veux dire, moi, je discute beaucoup avec des personnes qui bossent en collège, au lycée. Les profs sont désemparés face au discours complètement assumé d'élèves qui osent dire c'est normal qu'on ne te respecte pas parce que tu es une femme, tu vois, à leur prof, quoi. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui était un peu impensable avant. Aussi la limitation de certains droits, limitation de subventions, le discours médiatique en fait qui est aussi hyper présent et qui s'articule avec un discours raciste, xénophobe. Tout ça, ça participe à la nébuleuse du backlash, on peut dire, qu'on connaît actuellement, quoi. Et c'est vrai ce que tu disais, notamment chez les jeunes, il y avait le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes qui avait rendu un rapport en début d'année qui disait qu'on observait une polarisation entre les jeunes femmes et les jeunes hommes aussi sur ces questions. Oui, c'est ça, c'est qu'en fait, il y a vraiment c'est-à-dire la fameuse guerre des sexes que les masculinistes adorent mettre en avant et qui existerait depuis des millénaires, en tout cas depuis qu'il y a une gestion un peu binaire de la société entre d'un côté les hommes et d'un côté les femmes. En réalité, c'est un petit peu eux qui la diffuse et qui la propage, quoi. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, d'une part, des hommes qui restent ancrés sur leur position, qui considèrent qu'il y a une différence biologique entre les hommes et les femmes, de compétences, de caractère, etc., et que du coup, ce serait normal de nous dominer, donc de plein de manières différentes. Et d'un autre côté, en fait, on ne peut pas non plus nier, moi je dirais, je ne veux vraiment pas faire l'impasse dessus, c'est que les avancées dans les mœurs, dans la pensée des éléments féministes, progressistes au sens large, ils sont quand même hyper présents aussi. Et notamment chez des jeunes femmes qui, elles, ont bien compris qu'elles avaient plus envie de se laisser faire, que ce soit des jeunes femmes ou même des vingtenaires, trentenaires dans la sphère du couple hétéro. En fait, il y a beaucoup ce discours de répartition de la charge mentale, etc. Enfin, ça, c'est vraiment des choses hyper récentes, mais qui ont été prises à bras-le-corps par toute une génération
de femmes notamment, et certes certains hommes aussi, hein, bien sûr, mais qui a aussi été complètement prise à rebours de manière hyper violente par une catégorie d'hommes suprémacistes, impérialistes, qui sont multicasquettes au niveau de leur désir de mettre en avant des oppressions super diverses, quoi. Ça, on va revenir un petit peu plus en détail sur tous les points que tu as abordés. Mais en fait, ce backlash, il a des conséquences concrètes. On l'a vu par exemple aux États-Unis avec le recul du droit à l'avortement. Ouais. Oui, là, effectivement, l'annulation du décret Roe versus Wade, ça a été l'élément déclencheur qui a un peu choqué, on va dire, les sphères féministes du monde entier, je pense, de se dire, oh là là, des pays qui se prétendent être des démocraties sont en fait pas si démocratiques que ça. Il y a eu plus récemment, pour rester sur les États-Unis, le fait de retirer les papiers d'identité aux personnes transgenres. Enfin, il y a vraiment, il y a aussi certains États qui veulent remettre la peine de mort pour les personnes qui avortent. J'ai vu aussi, là, ça date de début juin, il y a 2 sénateurs de Caroline du Nord qui ont ont déposé un projet de loi qui s'appelle le projet de loi 1232, qui autorise à utiliser la force létale, c'est dans les textes, si tu surprends quelqu'un ayant eu recours à l'avortement ou souhaitant le faire. Donc, leur délire, c'est vraiment d'autoriser à ce qu'on puisse tuer des femmes qui commettent quelque chose d'irréparable selon eux, à savoir avorter. Alors, le projet de loi, il est pas du tout... Il y a peu de chances qu'il passe, mais en fait, en termes d'ouvrir la fenêtre d'Overton sur les... c'est quand même une idée. C'est quand même une idée qui est quand même extrêmement grave. Enfin, je veux dire, en termes de... Et de se dire, surtout, c'est de la justice qui peut être faite soi-même. C'est-à-dire d'autoriser les gens à arrêter et à tuer des femmes qui voudraient avorter. Donc là, on est vraiment sur le récit dystopique de la servante écarlate qui arrive, quoi. Et c'est vrai que du coup, en parallèle, on nous dit toujours, oui, mais en France, du coup, ça n'a rien à voir. Vous voyez bien, on a constitutionnalisé l'IVG. Vous voyez bien tout ça. Et évidemment, c'est beaucoup plus insidieux parce qu'on a des institutions qui sont complètement différentes et des garde-fous qui sont assez complexes, du fait aussi qu'on est dans l'Union européenne, quoi. Mais en réalité, il y a quand même toute une branche politique qui est en accord avec ce genre de projet, qui ne va pas le dire concrètement parce qu'ils sont très malins, mais en tout cas qui reste dans une lignée où l'objectif, c'est d'empêcher la liberté de choix pour les personnes issues des minorités de genre et les femmes de manière générale, quoi. Et ça, tu dis, heureusement, on est en Europe, mais en fait, on parle beaucoup des États-Unis, mais pas si loin de chez nous, que ce soit en Pologne, en Hongrie, etc. On a aussi assisté à ce type de recul. Oui, tout à fait. Oui, c'est ça. Et en fait, ce qu'il faut aussi avoir bien en tête, c'est que je prends toujours un exemple qui a un lien, mais tu vois, la loi sur l'égalité salariale en France, elle date de 1973. Et pourtant, la légalité de salaire n'est toujours pas acquise en France. Donc, le fait qu'on ait des lois qui nous protègent, en fait, ce sont des textes qui, s'ils ne sont pas appliqués, et dans la plupart des cas ne sont pas appliqués, il suffit juste de prendre l'exemple, là on est en plein dedans, dans cette période-là, avec les affaires Patrick Bruel, le meurtre de Liana, etc. Le fait qu'il y ait des lois ou un système judiciaire ne garantit absolument pas la sécurité des personnes. Et donc, sur les conquis féministes, sur la liberté de se contracepter, d'avorter, de choisir son genre, par exemple, enfin, des choses comme ça, en fait, si tu sapes tous les moyens et toute une société qui a construit un système de solidarité depuis quasiment 100 ans et que tu enlèves tous les moyens en disant c'est la solidarité familiale qui doit primer, en fait, tu peux constitutionnaliser l'IVG et faire en sorte qu'il n'y ait absolument aucun moyen d'y avoir recours, quoi. C'est ça, parce que du coup, on a inscrit la liberté garantie des femmes à avoir recours à l'IVG. Mais dans les faits, ça fait des années que le planning familial, par exemple, alerte sur le manque de moyens, sur les attaques. On a vu il n'y a pas si longtemps, au mois de juin, du coup. Oui, tout à fait. Oui, c'est ça, parce que la liberté d'avoir recours à l'IVG fait que, à l'inverse des États-Unis, c'est vrai, on ne va pas te criminaliser si tu trouves des moyens pour avorter. Ok, très bien. N'empêche que s'il n'y a plus d'hôpitaux qui le font, imaginons alors on va prendre l'exemple de la Sicile qui est pas très loin, 80% des médecins sont contre l'avortement et utilisent ce qu'on appelle la clause de conscience, qui existe aussi chez nous, pour dire je ne vais pas faire d'avortement parce que je suis contre. Donc imaginons qu'on a un retour conservateur des mœurs, ça pourrait arriver. Et effectivement, comme tu l'as dit, on sape juste tous les budgets liés à la santé sexuelle et reproductive. Et voilà, il y a plus rien. Et là, récemment, il y a eu, donc, début juin, le maire Rassemblement National de Carpentras a supprimé la subvention qui était allouée au planning familial.
Alors certes, c'était une subvention qui était toute petite, hein, c'est 3 000 euros. Oui, mais en le fait, symbole, voilà. et en plus, c'est 3 000 euros dont ils ont besoin. Et elles ont besoin de ça. Bon, alors, la bonne nouvelle, c'est que la solidarité des gens est bien plus forte parce qu'elles ont lancé une cagnotte dans la foulée, elles ont récolté 4 000 euros. Donc, tant mieux. Mais c'est pas normal. Plus Et surtout, récemment... le motif politique qu'il invoquait, il était assez clair quand même. Il a dit « Le planning familial a dépassé 2 lignes rouges. L'association se positionne clairement contre le RN au national. À Paris, une campagne de communication sur laquelle est écrit « Au planning, on sait que des hommes aussi peuvent être enceints » est un message qui aggrave les difficultés identitaires des adolescents. C'est assez hallucinant. Oui, évidemment, que le Rassemblement national soit transphobe, je pense que c'est une surprise pour personne. Par contre, la première partie, c'est choquant, hein, bien sûr, et la première partie de la phrase, elle revient à dire que, en gros, selon tes idées politiques, on pourrait te mettre des bâtons dans les roues. Exactement. Et ça, c'est quand même une atteinte aux droits fondamentaux des associations, hein, la liberté politique des associations aussi, quoi. Donc, oui, il y a quelque chose qui ne va pas du tout. Et je pense... en tout cas, ce qu'on a vu, c'est qu'il y a quand même une certaine complaisance envers ce parti politique où tu peux retrouver des adhérents, voire des représentants qui font des saluts nazis ou ont des symboles, des tatouages nazis sur les bras et ça choque personne. Donc ce genre de choses va absolument choquer personne non plus, quoi. On a à la fois l'aspect financier et on a aussi le fait que le planning familial est ciblé par des attaques. Les travailleurs et les travailleuses sont souvent confrontés à ça, que ça soit des tags, et même parfois ça va un peu plus loin. Oui, moi j'ai habité à Lille pendant longtemps, le planning il a souvent été visé par des insultes taguées sur la porte, et donc tu te dis, juste en tant qu'utilisatrice ou utilisateur, tu veux venir pour quelque chose d'urgent, tu vois ça, en fait ça peut vraiment, l'effet mental il est vraiment pas à négliger. Là, début juin aussi, il y a eu des militants identitaires et anti-avortement qui sont rentrés dans le planning de La Roche-sur-Yon en criant génocide pour l'avortement. On est quand même sur un truc qui est complètement aberrant, en plus de propos homophobes, il me semble. Et ça, c'est vraiment des récurrences que le planning familial connaît depuis des décennies. Ça arrive hyper régulièrement. Et malgré le fait qu'il y ait parfois des sanctions, des amendes, etc., en fait, je pense que leur détermination vaut bien plus qu'une amende, quoi. Je reviens aussi sur le droit à l'avortement dans l'Union européenne. Tu cites quelques exemples dans ton livre de pays qui ont reculé sur ces questions-là. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus ? Déjà, je trouve que c'est intéressant. Moi, je l'avais même plus trop en tête. Je me dis, il y a tellement de sujets à traiter que ça devient difficile. Mais le fait que Andorre et Malte sont des pays, ou Andorre, une principauté, et Monaco, où l'avortement est interdit, quand même. Donc, c'est-à-dire qu'il y a toujours cette idée selon laquelle... on serait en Europe vraiment les garants du progressisme, du rayonnement, tu vois, du progrès de manière générale. Bon, voilà. T'as cité effectivement la Pologne. Et plus insidieusement, en fait, ça s'est fait, par exemple, en Allemagne, ça marche beaucoup par région. Et donc, tu as des régions entières où il y a quasiment pas de médecins qui sont pour l'avortement. Donc, notamment dans le sud, il me semble, de l'Allemagne, où en fait, tu galères à trouver un médecin qui puisse faire ça. J'ai cité un petit peu l'Italie plus tôt avec l'exemple de la Sicile, mais de manière générale, c'est assez compliqué de trouver un médecin qui pratique en Sicile. Et encore une fois, on ne parle pas de loi pour nous en France, mais les déserts médicaux, c'est aussi une problématique de santé sexuelle et reproductive, tu vois, parce que s'il n'y a pas d'hôpital, de médecins généralistes qui soient assez progressistes dans ses valeurs ou juste qui existent à moins de 15, 20, 30 bornes de chez toi, comment tu fais pour accéder concrètement à l'avortement ? Et dans les délais légaux ? Oui, les délais légaux aussi, c'est hyper important parce que du coup, ces déserts médicaux provoquent des allongements de délais. Je crois que c'est le planning familial de l'Ille-et-Vilaine qui avait fait une étude là-dessus, sur le fait que 54% des personnes qui ont accès à un avortement, ils ont accès 7 jours. Du coup, les délais sont de plus de 7 jours, alors que l'OMS recommande des délais de 5 à 6 jours maximum. Et donc, il y a vraiment... Alors, on peut se dire, oui, c'est pas dramatique, tout va bien. En réalité, il y a quand même des centaines de personnes qui doivent aller dans d'autres pays chaque année pour avorter parce que les délais sont dépassés. Et de manière générale, en fait, ça montre bien qu'il y a une problématique qui est bien réelle. Problématique donc de l'accès, problématique... aussi du tabou qui persiste. Pareil, c'est toujours le planning de l'Ille-et-Vilaine qui a fait ce rapport-là sur le fait qu'il y a un pourcentage quand même conséquent de personnes qui ont honte, qui ont peur du jugement, qui ont peur de se dire est-ce qu'on va me voir rentrer, sortir du planning familial. Ça reste quand même un acte qui a été tellement diabolisé qu'en fait, il reste hyper compliqué à prendre à bras-le-corps pour les concernés, quoi.
Et c'est vrai qu'on en parlait au début de l'entretien, mais le backlash, ça se manifeste à la fois très concrètement par des politiques de ce style, mais c'est aussi un peu plus insidieux où on a des idées qui infusent dans la société, Oui. et notamment via les influenceurs. Ouais. Donc il y a une séquence qui a beaucoup tourné au moment de la réélection de Donald Trump, c'est Nick Fuentes, qui est un masculiniste, un influenceur masculiniste, Mhm. qui avait fait un live dans lequel il disait votre corps, notre choix, etc. Mhm. On va regarder un petit extrait et on commente juste après. Hey, bitch, we control your bodies. Guess what? Guys win again, okay? Men win again. And yes, we control your bodies. Hi, I'm your Republican congressman. Hi, I'm your Republican congressman. It's your body, my choice. Donc toi, à l'époque, tu l'avais vu, cet extrait-là. Mhm. Qu'est-ce que ça signifie et en quoi c'est particulièrement inquiétant, justement? Oui, c'est ça. Bah, ça a été l'inspiration directe du titre du livre. Notre corps, leur choix, c'était ça. C'était Your Body, My Choice, Forever, avec un éclat de rire. Comme on l'a vu, c'est effrayant, je trouve. Et en fait, ça en dit long sur le fait que des hommes se considèrent qu'ils ont encore le droit de gérer un corps qui ne les appartient pas, et qu'en plus, c'est vraiment, ça a été proféré comme une menace, en fait, tout simplement, quoi. Et effectivement, pour largement ce que tu disais sur le fait qu'il y a des pensées qui infusent dans notre société actuellement, on a parlé un petit peu des masculinistes, mais en fait, ce qui est intéressant aussi, c'est que au-delà du fait que c'est une pensée éminemment misogyne, sexiste et tout ce qu'on veut, ça se construit en parallèle avec un effet un peu miroir, avec une pensée hyper raciste aussi. Et donc ça, on l'a aux États-Unis, mais on l'a évidemment partout chez nous, c'est-à-dire la pensée du grand remplacement, etc. Et en fait, ces deux idées, elles sont vraiment à analyser conjointement, parce que c'est ça qui, selon moi, après c'est des projections, moi j'ai voulu analyser ces deux sujets, donc la pensée xénophobe complètement décomplexée depuis le début du siècle, on va dire, ce qui a été amené par la création du Front National dans les années 70, mais en tout cas qui est hyper présente aujourd'hui, et une pensée sexiste de complémentarité naturelle des sexes, selon laquelle les femmes seraient naturellement plus compétentes pour changer les couches, par exemple. Enfin voilà, il y a vraiment ces deux éléments-là qui se nourrissent les uns les autres, et qui est particulièrement présent en France aussi, quoi. Et qui se traduisent dans le discours politique, notamment, on se rappelle de la question du réarmement démographique. Et voilà, en fait, un des points de départ de la pensée de ce livre, c'était effectivement de repartir du réarmement démographique. Donc, c'était janvier 2024, discours de début d'année d'Emmanuel Macron. Mais en réalité, j'ai remonté plus loin les politiques diverses, l'évolution des politiques. C'est qu'en fait, donc, depuis les années 2000, on a un durcissement des lois anti-immigration. Nicolas Sarkozy a fait un très bon travail là-dessus, c'est-à-dire la loi Sarkozy de 2003, elle a été vraiment drastique là-dessus. C'est lui qui a mis en place les centres de rétention administrative, donc les CRA. Ensuite, il y a eu 2005, ça a été un moment de répression énorme. Il y a eu François Hollande ensuite avec ses lois, la loi de déchéance de nationalité quand même, juste après les attentats de 2015. Bref, on est vraiment dans une escalade. Et un des derniers éléments, une des dernières lois qui est d'ailleurs considérée comme une des lois les plus répressives depuis 30 à 40 ans en France, selon la CIMAD, Amnesty International, c'est la loi de Gérald Darmanin, Asile et Immigration. Et elle a été passée en décembre 2023. Vraiment 3 semaines avant le discours d'Emmanuel Macron. Et moi, je me suis dit, c'est intéressant, c'est ça que je voulais faire, c'était vraiment analyser ces deux thématiques de manière parallèle et conjointe. Donc le fait qu'on criminalise toute une partie de la population, parce qu'au-delà du fait qu'on criminalise les personnes sans papier, en fait, en réalité, on veut criminaliser, Bruno Retailleau, Gérald Darmanin, Emmanuel Macron, tout ça, veulent criminaliser surtout les personnes étrangères, maghrébines, africaines, etc., avec ces amalgames qui sont construits depuis 20 ans sur le fait que l'insécurité serait liée à l'immigration. Alors, il n'y a pas de fondement scientifique là-dessus, quand même, on le rappelle. Et en parallèle, l'inquiétude grandissante sur l'obsession de la natalité, quoi. Et donc, moi, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même... Vraiment, c'était un peu comme des vases communicants, et que finalement... L'obsession nataliste, qui est hyper présente en France, mais depuis des siècles, on est un des premiers pays où on a mis en place des politiques d'aide à la natalité, à l'arrivée d'un enfant, etc., depuis le début du XXe siècle. Et en fait, ça nourrissait un projet identitaire, en fait, tout simplement, quoi. Oui, de ne pas être grand remplacé, du coup, par voilà, les gens c'est qui ça. ne sont pas français de souche, etc. Ouais, tout à fait. Ouais, il y a vraiment cette idée. Et moi,
je suis beaucoup sur les réseaux sociaux et en fait, tu vois bien les commentaires, les discours qui sont mis en avant. C'est vraiment, en tant que féministe, on est souvent attaqué par le fait qu'on sera bien contente quand on devra mettre un hijab et qu'il y aura la charia. T'es là, ok. Alors pareil, il n'y a absolument aucun élément qui permet de prétendre qu'il y aurait un risque majeur d'islamisation de la France. Enfin, c'est vraiment des affabulations, mais qui ont été nourries par ce discours sécuritaire depuis le début du siècle et un petit peu avant par le Front National, quoi. Et c'est des discours de politique, mais qui ont aussi un relais médiatique. On pense par exemple à tous les milliardaires comme Pierre-Édouard Stérin, Bolloré, etc., qui ont les moyens justement de racheter des maisons d'édition, racheter des médias, etc., pour justement faire infuser ces idées-là conservatrices et réactionnaires. Arnaud, c'est toujours intéressant de revenir sur sa carrière, c'est-à-dire qu'il a quand même fait fortune avec un projet colonialiste en Afrique, donc par le fait de racheter des ports, des entreprises de transport qui transitent par les ports africains, etc. Il y a vraiment chez lui l'ancrage de le colon blanc qui a la main mise sur toute une partie, sur certaines régions africaines ou arabes. Et donc il y a lui, il y a le fait qu'il rachète des maisons d'édition, alors même que c'est pas le secteur qui est forcément le plus rentable. Donc ou certains journaux, le JDD, c'est pas ce qui lui rapporte de l'argent. C'est pas ce qui lui rapporte de l'argent. Lui, c'est vraiment un moyen aussi c'est une fenêtre médiatique et idéologique en fait qui est largement diffusée et lue par les Françaises et les Français. Et Pierre-Édouard Stérin, moi je trouve que c'est effectivement un ennemi qu'on a découvert il n'y a pas si longtemps que ça, parce que pendant très longtemps, il est resté sous les radars, et heureusement que les médias indépendants vous existez, parce que en fait, il y a quand même plusieurs médias qui ont mené des enquêtes, j'imagine, pendant très longtemps, avant de se rendre compte que il était certainement la personne qui est la plus dangereuse, je veux dire, d'un point de vue du monopole de certaines personnes sur la liberté d'expression, la liberté médiatique, etc. quoi. Donc, et du fait d'avoir un projet aussi clair exactement. depuis le départ. Ouais, Pierre-Édouard Stérin, au-delà du fait que il a fait sa petite popote financière avec Smartbox, etc. Il a donc un plan qui s'appelle le plan Périclès. Je n'ai pas tous les mots de l'acronyme, mais c'est en gros patriote, blablabla. Enfin bref, c'est tous identitaire, etc. Et l'objectif, c'est de faire gagner les partis d'extrême droite et notamment d'abonder financièrement le Front National, Rassemblement National. Lui, il est hyper clair, c'est-à-dire que dans les interviews qu'il donne, il dit « Je déteste les socialistes communistes, je déteste les personnes progressistes, je déteste les woke, en gros. Et je suis anti-avortement. Je suis anti-avortement et je veux que l'on fasse une France, que l'on redevienne une France catholique avec il faut du coup que les gens refassent des enfants uniquement s'ils sont de souche européenne, donc blancs. Voilà. Donc oui, au moins lui, il se cache pas du tout. Et le problème, c'est que son empire financier, il est tel que c'est hyper dur de le contrer. Je te prends un exemple là. Depuis quelques années, il s'attaque au planning familial d'une manière assez sournoise. C'est-à-dire que comme il finance le RN gagne des mairies. Ensuite, on a eu l'exemple de Carpentras, mais il y a eu plein d'autres départements ou villes où le planning familial est affaibli. Et en parallèle, lui, il a ouvert Familia. Enfin, il a ouvert. C'est pas lui directement, mais en tout cas, il finance Familia, qui est une association qui veut remplacer le planning familial en France, en gros. C'est ça leur objectif. Ils veulent faire la même chose, sauf qu'en fait, eux, ils sont contre le divorce, contre l'avortement, pour le mariage et pour des familles pour la solidarité de la famille nucléaire, blanche, hétérosexuelle, quoi. Et du coup, le problème, c'est que comme ils sont assez bien subventionnés, et du coup, ils peuvent s'infiltrer dans les écoles. Maintenant, il y a des écoles où c'est eux qui vont faire des cours d'éducation sexuelle à la place du planning familial. Enfin, c'est vraiment toute une nébuleuse énorme chez Pierre-Édouard Stérin qui ouvre des écoles hors contrat aussi, en ruralité, pour diffuser ses idées identitaires, avec des écoles où les filles sont... On propose pas, on impose aux filles des travaux d'aiguille, etc. Enfin, on est vraiment sur un retour conservateur très, très rude, quoi. Ouais. Ça, et je reviens sur les médias aussi, que ce soit le JDD, CNews même, où c'était il y a 2 ans, il me semble qu'une infographie avait été diffusée en disant que la première cause de mortalité en France, c'était l'IVG. Complètement. Oui, et même si après, je crois que c'est dès le lendemain, il s'est excusé. Enfin voilà, en fait, le mal, il est fait. Donc, c'est à partir du moment où tu as pu dire quelque chose, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment le principe de la fenêtre d'Overton. C'est-à-dire que Éric Zemmour, quand il est arrivé dans le débat public, son objectif, c'était exactement ça. Et après, du coup, tu as des Marine Le Pen ou Jordan Bardella qui paraissent beaucoup plus doux à côté, quoi. Et là, c'est exactement le même principe, quoi. Et du coup, on voit que l'omniprésence de ce discours dans les médias, en fait, ça fait que la parole, aujourd'hui, elle est beaucoup plus décomplexée.
Et tu cites dans ton livre un épisode de cyberharcèlement que tu as vécu, Mhm. par exemple. Est-ce que tu peux nous raconter un peu? Oui, en fait, je le raconte parce que je trouve qu'il est assez intéressant à avoir en tête. C'est que les peu de fois où je reçois des vagues de cyberharcèlement, donc des centaines et des centaines de commentaires et d'insultants, allant de la menace de viol à la menace de mort, hein, bien sûr, c'est jamais sous des vidéos théoriques, tu vois, où je vais diffuser une actualité ou alors partager un livre, etc., ou un concept sociologique et tout. C'est quand je parle de ma vie personnelle. Et vraiment, du coup, c'était, je crois, début 2024 ou fin 2023, une vidéo, mais c'est la vidéo qui a été le plus vue sur mon compte Instagram. Je crois 1,5 million de vues, j'ai jamais fait ça, où je marche sur la plage et je suis seule et en gros je mets des mots autour en disant je suis divorcée, j'ai 32 ans, je suis en couple en relation libre et entourée de plein d'amis et je suis super heureuse quoi. Et là, C'était la goutte de trop pour les Ouais. masculinistes. Et vraiment, en fait, c'est ça qui est marrant. Ça rejoint la phrase de Nick Fuentes, pardon. Ça rejoint juste la décomplexion, on va dire, des discours masculinistes et qui ne supportent pas que l'on prenne notre place, qu'on embrasse notre liberté de choix et que on affirme que l'on peut être heureuse en dehors du couple hétéro, en fait en dehors du joug patriarcal quoi. Donc ça c'est vraiment insupportable pour eux quoi. Et c'est ça qui crée des tensions et des violences chez eux en fait. C'est-à-dire, et je fais un parallèle entre le moment où les violences conjugales elles commencent, souvent c'est au moment où il y a la grossesse qui commence ou le féminicide qui a souvent lieu au moment d'une séparation. Bien sûr. Donc quand la compagne souhaite essayer de s'émanciper en fait de son couple quoi. et du coup, on se retrouve avec des hommes qui jouent un espèce de rôle de justicier ou qui veulent contrôler ce que Ouais. les femmes font de leur corps et même comment elles s'habillent. Tu cites aussi l'exemple des Sean Patrols Oui. en Pologne. Mhm. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est? Ouais, c'est des petites brigades de mecs, donc identitaires très certainement, anti-avortement, anti-féministes, qui mettaient un petit gilet où c'était écrit Sean Patrol dans le dos, ça veut dire patrouille de salopes en polonais, et qui se déplacent dans les festivals pour dire aux femmes comment elles doivent s'habiller et qui reprennent et insultent massivement celles qui sont habillées de manière trop suggestive selon eux, quoi. Donc, on peut toujours se dire que c'est anecdotique. Et je pense que ce sont des épiphénomènes, très certainement. Néanmoins, il y a quand même vraiment cette idée qui, encore une fois, qui revient massivement, selon laquelle les hommes ont le droit de donner leur avis sur ce que les femmes font. Et que, surtout, l'escalade, moi, je trouve, de violence, elle est assez poignante maintenant, quoi, tu vois. C'est déjà... encore une fois, je vais reparler des féminicides, mais parce que c'est vraiment l'escalade majeure, quoi. Mais en fait, le nombre de féminicides, il baisse pas en France, quoi. Ouais. Et voire, il a plutôt tendance à augmenter si on prend les 2-3 dernières années. Donc, c'est pas du tout anodin, je pense. Et encore une fois, après, moi, ça permet aussi toujours de faire une petite ouverture sur le fait que moi, je suis anti-prison et que C'est pas la solution. et que ce n'est pas la solution, mais tout comme la peine de mort, c'est pas la solution non plus. Enfin, je veux dire, en fait, là, le fait d'avoir un système judiciaire qui est encore plus répressif ne va faire qu'augmenter le niveau de violence. Et on l'a vu avec la police aussi, qui est de plus en plus lourdement armée ces dernières années, ça fait augmenter le niveau de violence dans les manifestations, et c'est tout, quoi. Alors du coup, on a quand même fait un constat très négatif depuis le début. C'est vrai. Est-ce qu'il y a quand même des raisons de rester optimiste? Et voilà, qu'est-ce qu'on peut faire en partant de ce constat pour faire en sorte que les choses aillent mieux? Très bonne question. J'aime bien cette question-là. Alors déjà, moi, un élément que je redis dans le livre, là, je vais citer autre chose, mais c'est de remettre le débat là où il est censé être, c'est-à-dire de ne pas tomber dans la panique morale et médiatique que veut nous faire avaler, on va dire, les médias, notamment d'extrême droite. Mais en fait, il y a un glissement médiatique qui s'opère, c'est-à-dire que même des médias du service public, France Info, tombent là-dedans aussi. Des médias qui sont plutôt centre, même Le Monde, etc., utilisent des mots qui sont les mêmes. C'est-à-dire que à chaque début d'année, depuis 3-4 ans, on a des articles qui fleurissent partout sur le déclin démographique comme un sujet qui est à traiter de manière alarmiste. C'est tout le temps traité comme ça. Et du coup, moi, ce que j'avance, c'est que c'est hyper urgent qu'on arrête de... Alors certes, la natalité, elle baisse, ça, c'est un fait, il n'y a pas de problème, je le nie pas du tout. Néanmoins, le traitement alarmiste, lui, c'est un biais médiatique, c'est vraiment un biais cognitif, même de la part de certainement des journalistes qui traitent cette façon-là, et sans le vouloir, en fait, parce que vu que tu es
envahi de ce genre d'idées, en fait, tu en viens à penser ça aussi. En réalité, moi, je pense qu'on n'est pas dans une crise de la natalité, on est dans une crise capitaliste, en fait, depuis plusieurs décennies. J'ai l'impression qu'on est arrivé, et moi, je me nourris beaucoup de lectures autour de l'après-capitalisme et du fait qu'on est vraiment dans... Là, on essaye, encore une fois, de survivre à tout prix en faisant de l'extractivisme à tout prix partout dans le monde, etc. On est vraiment sur les derniers souffles, j'ai l'impression, du capitalisme. Et voilà, de se dire qu'en fait, le problème, c'est pas la baisse et le nombre d'enfants qu'on va faire chaque année, mais la manière dont on répartit l'argent et dont on l'utilise. Je te donne un exemple. Entre 2016 et 2022, c'est le service public des finances, donc, qui est loin d'être un organisme progressiste, qui l'a mis en avant. Les 0,1% les plus riches de France, leur revenu mensuel moyen, il a augmenté de 56% entre 2016 et 2022. Donc, pour les 90% les plus pauvres, donc très certainement... nous, notre revenu mensuel moyen, il a augmenté de 7%. Ouais. Et en parallèle, tu as l'augmentation des loyers à l'échelle mondiale, à l'échelle nationale, c'est plus 23% en 10 ans aussi. Donc en fait, il y a quand même un truc qui est le fait que la répartition de l'argent, les dividendes des entreprises, etc., va toujours à une partie de la population, alors que ça pourrait servir au bien commun. Et d'ailleurs, ça me permet d'aller sur la touche. Là, tu te dis peut-être la touche positive, elle est où ? C'est que la nationalisation d'ArcelorMittal, elle a été votée début juin. Et ça fait partie des choses hyper positives. C'est-à-dire que se dire que les bénéfices et les dividendes ne doivent pas aller à une poignée d'actionnaires qui du coup gagnent l'argent sur en étant rentiers et pas grâce à leur travail, mais que du coup c'est le genre de choses où on peut du coup ça peut être réutilisé pour tout le monde, quoi. Ça, c'est la première chose. Après, un autre élément, ça je me suis rendu compte pas mal, c'est que moi j'ai quasiment toujours, depuis que je suis majeure en tout cas, j'ai quasiment toujours été au planning familial, en fait, parce que c'est là où je fais mon suivi gynécologique, vraiment de manière intime, quoi. Et en fait, je me suis rendu compte que même dans les sphères féministes, on est assez sensibilisé à la question du planning familial, qui est quand même l'organisation féministe présente depuis plus de 70 ans, même en ruralité, elle est vraiment présente partout sur le territoire, elle est majeure, et en fait, on est plein à pas y aller. Et donc, si on n'est pas assez, en fait, ça peut justifier... Oui, ça accélère les fermetures. C'est ça. C'est-à-dire que s'il y a un moyen de justifier par le nombre le fait que c'est nécessaire et vital... Voilà. Moi, j'ai toujours fait mon planning, mon suivi au planning. On peut y aller pour plein de raisons différentes, pour des questions de santé mentale, de contraception, d'avortement, etc. C'est hyper varié, en fait, leur accompagnement. Et c'est pas réservé aux femmes, d'ailleurs. Moi, je milite aussi beaucoup pour que les jeunes garçons, adolescents soient encouragés à aller prendre soin de leur santé sexuelle, notamment en planning. Donc il y a ça, il y a évidemment le soutien au service public, parce que c'est pareil, je pense que autant je ne veux pas tomber dans la pureté militante, c'est très important, autant je pense qu'il y a un besoin de cohérence et que ne pas utiliser l'hôpital public, l'école publique, tout en se disant je suis de gauche et évidemment que je suis pour, en fait, il y a un moment, ça va pas fonctionner, quoi. Et donc, la privatisation grandissante de tout, c'est-à-dire l'hôpital, c'est désastreux, quoi, mais l'école, c'est pareil, ne fait qu'accélérer, en fait, cette idéologie qui peut s'immiscer un petit peu partout. Et donc, moi, je défends évidemment le service public, quoi. Ça me paraît assez important. Quand tu parlais des politiques natalistes aussi, il y a le fait de... En fait, c'est bien beau de dire il faudrait faire plus d'enfants, mais aussi dans quelles conditions on peut les accueillir, à la fois au niveau des modes de garde, etc. Tout à fait. En fait, c'est vrai que sur le discours, encore une fois, le discours identitaire, donc plutôt porté par Reconquête, Rassemblement National, l'UDR ou même les macronistes, c'est plutôt toujours une politique financière. Ça a toujours été de dire, là par exemple, c'était en 2025, l'UDR avait déposé un projet de loi pour, ça s'appelait Relancer la politique nataliste, c'était ça leur projet de loi, et c'était la seule idée, la seule proposition, c'était d'augmenter les allocations familiales et de les rendre universelles dès le premier enfant. Ça a été prouvé, reprouvé et reprouvé par les démographes, les économistes, etc., que les mesures financières, ça n'a pas d'impact sur le long terme sur la natalité, en fait. Ça peut faire un petit effet rebond. On l'a vu sous la présidence de François Hollande, il me semble, donc de quelques années, mais en fait, ça va baisser très vite. Et la Hongrie, c'est pareil, c'est un super exemple. C'est-à-dire Viktor Orban, quand il a été au pouvoir, il a mis un maximum d'argent sur les politiques natalistes. Il y a eu un petit effet rebond. On est passé de 1,2 en début des années 2000, on est remonté à 1,6. Et en fait, au bout d'un moment, hop, ça redégringole pour réatteindre le même taux qu'il y a 15 ans, quoi. Donc, effectivement, c'est juste
l'élément majeur, c'est d'écouter en fait les besoins des Françaises et des Français. Et pour ça, il y a eu plein d'études, notamment l'UNAF, qui est l'Union des familles, qui fait des rapports réguliers sur quelles sont les prérogatives des Françaises et des Français sur le sujet. Et en fait, c'est très clair. Ils demandent une meilleure conciliation entre le travail, enfin la vie professionnelle et la vie privée. Ils demandent des meilleurs congés, enfin des congés plus longs et mieux adaptés. Ils demandent aussi une meilleure adaptation du logement, parce que la crise du logement est actuelle, elle est impossible d'imaginer d'avoir un appartement plus grand avec une seconde chambre, etc. Et aussi pour les femmes, il y a vraiment, évidemment les conceptions féministes dont on a parlé aussi, donc une meilleure répartition dans le foyer des tâches ménagères, quoi. Ça, et je pense une stabilité politique, ce serait pas si mal non plus, parce que ça, c'est pour le coup, ça a été évidemment démontré que l'instabilité politique et plus largement géopolitique, elle a aussi un impact là-dessus, quoi. Donc en fait, ils sont complètement à côté de la plaque sur les propositions qui sont faites versus les besoins réels des personnes qui sont très concrets et tangibles. Parce qu'en fait, il y a aussi un autre truc, moi je l'ai beaucoup remarqué avec le fait de parler du non-désir d'enfant, parce que moi je veux pas d'enfant. Et il y a eu une explosion médiatique là-dessus aussi en disant phénomène child-free, no kids, etc. dans les médias plutôt de droite, comme Le Figaro, le JDD, etc. En réalité, c'est pas si vrai. Alors, il y a un peu plus de gens qui veulent pas d'enfants, mais il y a toujours à peu près 88% des Français qui veulent faire des enfants. Ouais, ce qui reste quand même l'énorme majorité. Mais oui, l'immense majorité des gens veulent des enfants, et en moyenne, ils en veulent 2,3. Donc, c'est vrai qu'il y a un décalage, du coup, entre le nombre d'enfants qu'ils font, là on est à 1,56 en France, et le nombre d'enfants qu'ils ont. Mais donc ça peut être répondu par tout ce qu'on vient d'évoquer, quoi. Donc, des meilleurs congés, notamment aussi congés paternité, par exemple. Ouais. Enfin, voilà, et des meilleures structures d'accueil aussi, je ne l'ai pas mentionné, mais ça fait partie des réponses mentionnées par l'UNAF, c'est l'accueil en crèche, tout simplement. Et tu cites aussi la solidarité au sein des milieux féministes, parce que c'est vrai qu'on se retrouve face à un bloc qui a l'air très soudé, le bloc conservateur, et alors que dans les milieux féministes, on peut se déchirer. Oui, c'est clair. Alors, j'avoue que là-dessus, je vais être très optimiste pour le coup, parce que je trouve qu'il y a eu un glissement idéologique qu'on a réussi à opérer. Et là encore, je le vois sur les réseaux sociaux notamment. C'est-à-dire que je trouve qu'on a réussi à bien ouvrir, qu'en tout cas qu'on ouvre en ce moment la fenêtre d'Overton, mais dans l'autre sens, c'est-à-dire dans notre bloc progressiste, à opérer un glissement vers la gauche radicale de rupture, qui est quand même très, très intéressant. Là, on va rester sur début juin, mais le rassemblement qu'il y a eu au meeting de lancement de candidature de Jean-Luc Mélenchon prouve aussi qu'il y a quand même un engouement qui est tout à fait différent que l'engouement qu'il peut y avoir autour de la gauche plutôt centriste, autour du Parti socialiste, place publique, etc. Donc je trouve qu'il y a quand même il y a quelque chose qui est en train de s'opérer. Alors c'est pas pour dire que je soutiens la France Insoumise spécifiquement, mais j'ai été claire sur mes réseaux sociaux. Mais en tout cas, je trouve qu'il y a quand même on s'organise d'une manière où on arrive à faire glisser petit à petit, à ouvrir justement ce champ des possibles autour d'une gauche qui soit un petit peu plus radicale, même si la France Insoumise est très réformiste en réalité, donc ça n'a rien de, c'est pas révolutionnaire, c'est pas anarchiste, enfin voilà, mais en tout cas je trouve qu'il y a quand même quelque chose qui se fait, qui s'opère, et il y a une politisation grandissante de créateurs, créatrices de contenu qui est pas négligeable aussi, je trouve qu'il y a quand même à prendre en compte, et évidemment en fait cette ouverture de la fenêtre d'Overton par chez nous, elle a effectivement par ailleurs l'effet de créer une rupture. Je pense que là on est dans quand même un bon moment d'éclaircissement de la politique à gauche, de se rendre compte qu'il y a des courants qui n'ont absolument rien à voir les uns avec les autres, et que le Parti socialiste et la France insoumise ne sont pas du tout alliés. En fait, on n'est pas du tout sur les mêmes types de valeurs, quoi. Donc d'une certaine manière, je trouve que c'est aussi nécessaire de faire ces réajustements. Et dans les sphères féministes, c'est ça, c'est qu'il y a... En fait, je trouve ça génial parce que la culture du débat, elle est inhérente à la démocratie. Donc c'est très important. Par contre, c'est très vite souvent repris pour desservir notre discours on arrive à se mettre d'accord sur rien, etc., quoi. Et on l'a vu d'ailleurs début juin aussi avec le meurtre de Liana. Les rassemblements féministes, il y a des choses qui sont en train de se cristalliser autour d'un féminisme très répressif, plutôt pro-prison, il faut donner plein de moyens aux magistrats, etc., et un féminisme qui est plutôt dans l'ordre de la prévention et de faire baisser le niveau de violence, quoi. Et c'est vrai que là, du coup, on n'est pas d'accord, mais tant mieux. En fait, là, pour le coup, je pense pas qu'il faut pas lisser nos désaccords pour essayer de faire bloc. Il faut qu'on soit très clair et qu'on soit convaincante sur le propos qu'on tient, quoi. Tu dis quelque chose aussi dans ton livre, c'est que,
En fait, c'est aussi le rôle de chacun de s'interroger sur ses propres préjugés et la façon dont il va alimenter ces discours-là, etc. Eh ben exactement. Moi, je me suis rendu compte que, par exemple, donc je joue un spectacle de sensibilisation aux violences sexistes et sexuelles, et je me suis rendu compte que malgré moi, j'alimentais une idée finalement d'un féminisme plutôt carcéral. Alors qu'en fait, je suis complètement l'inverse. Et j'étais un peu tombée dans ce piège-là de parler des carrières brisées, des artistes, etc. Alors que c'est vrai, hein, quand tu es une célébrité comme Patrick Bruel, bon, il a été mis en examen, ok, très bien, il a été aussitôt relâché. Tu bénéficies d'une certaine impunité, mais en réalité, moi, je ne suis pas pour dire il faudrait qu'ils aillent tous en prison. Vu que je suis contre le système carcéral, qui est un système raciste, sexiste, classiste, tout ce qu'on veut. Et donc, du coup, je me suis rendu compte moi-même que j'alimentais des biais avec lesquels j'étais pas du tout d'accord. Et je me dis que autant la transformation de société, elle est collective, autant on a tous et toutes des biais énormes. C'est-à-dire qu'on est et on a grandi dans un pays islamophobe, raciste, tout ce qu'on veut. Moi, j'ai des origines arabes et j'ai grandi dans une famille qui était plutôt qui était plutôt raciste en fait. C'est quand même hallucinant de se dire qu'en plus on intériorise des choses même quand on est concerné, quoi. Et que oui, on a vraiment beaucoup de biais à défaire sur le sexisme intériorisé, mais évidemment plein d'autres sujets qu'on pourrait détailler. Une dernière question, tu dis aussi dans ton livre que lutter pour ces droits-là, c'est aussi préserver la démocratie. Est-ce que tu veux qu'on rebondisse sur ça peut-être pour finir ? Oui, tout à fait. En fait, c'est que la démocratie, c'est quand même normalement la défense de tous et toutes. Et donc, tous et toutes, ça veut dire la défense des minorités. Et donc, si on veut s'assurer, un bon moyen, une bonne boussole démocratique, ça devrait être de s'assurer que les personnes qui sont les plus minorisées et les plus discriminées ne le soient plus ou le soient moins. En réalité, on est plutôt aujourd'hui dans un système inverse. Certes, la France fait partie des pays qui sont les plus démocratiques au monde. Il y a un classement annuel qui est fait. On est à la 26e place, je crois, ce qui est pas mal. Mais notre place baisse d'année en année. Et c'est vrai que du coup, on se rend bien compte que, il y a un discours, tout ce qu'on a détaillé là tout à l'heure, un discours identitaire, sexiste, etc., qui prend de la place et qui a pour but de prôner, l'extrême droite, c'est ça leur objectif, c'est de prôner un modèle de famille plutôt que la diversité. C'est vraiment, on peut résumer l'extrême droite en 2 secondes, c'est vraiment ça. C'est la solidarité familiale versus la solidarité étatique et nationale avec les services publics. Et donc ça, c'est un très bon moyen de savoir si notre santé démocratique est bonne ou pas, quoi. Et à l'heure actuelle, on est plutôt dans un déclin. On voit bien, je peux faire un petit écart pour conclure, mais je milite activement aussi en soutien à la Palestine et au peuple palestinien. En fait, la criminalisation des militants et militantes, elle est grandissante, les interdictions de manifestations, etc. Et on peut revenir sur notre sujet, le rassemblement à Paris en soutien après le meurtre de Liana, il a été interdit devant le ministère de la Justice. Ouais. Alors que quelques mois plus tôt, en février, tu avais une marche de soutien suite à la mort de Quentin Derenque, qui est donc qui était un militant fasciste. Donc le 2 poids 2 mesures, il est quand même très 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 flagrant, et on voit bien que y a un attirail, comme on l'a dit, un médiatique, politique, économique, qui est au service d'une pensée identitaire et anti-inclusive en gros, quoi. Merci beaucoup, Bettina, d'avoir été avec nous. Et je rappelle le titre de ton livre, Notre corps, leur choix, qui est disponible aux éditions Payot. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission. Je rappelle que nous sommes un média indépendant qui ne vit que grâce à vos dons. On est en ce moment en pleine campagne. Alors, si vous voulez nous aider, rendez-vous sur lemediatv.fr. À bientôt.